BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandon. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission BFM Crypto, le club, la formule question-réponse. Vous connaissez ce rendez-vous du jeudi entre 15h et 15h30. Aujourd'hui, c'est Morgane Henneland, fondatrice de Crypto 360, qui est avec nous. Bonjour Morgane. Bonjour Sandra. Et Olivier Kouvarakis, directeur marketing et produit chez CoinHouse. Bonjour Olivier. Bonjour Sandra. Ravi de vous avoir dans cette émission. Merci de nous convier. Pour donner des conseils et répondre à toutes les questions que vous nous avez envoyées à cette adresse crypto@bfmbusiness.fr. Vous continuez à nous écrire, on est très attentifs à cette boîte mail parce qu'il y a des questions vraiment très intéressantes de la part d'investisseurs débutants et puis de ceux qui se posent aussi des questions assez techniques. On est là pour répondre à toutes ces questions. BFM Crypto, le club, c'est parti. On va commencer par la question de Frédéric. Alors, ça va être pour vous, Olivier. Il est débutant en crypto sur Binance. Il a plusieurs tokens et il souhaite récupérer en euros un de ces tokens pour le calcul de la plus-value à déclarer à l'administration. Dois-je prendre la plus-value réalisée sur cette crypto spécifique ou bien sur l'ensemble de mon portefeuille ? Il y a pas mal d'inquiétudes en termes de fiscalité en ce moment. Oui, on a vu aujourd'hui, on a beaucoup de questions sur la fiscalité. Ouais. Je vais y répondre. Je vais probablement me répéter quelques fois, mais ça permettra à tout le monde de bien comprendre. Donc, pour répondre à la question de Frédéric, c'est très clair en France. La fiscalité s'applique à l'ensemble du portefeuille, ce qui signifie que si vous avez gagné beaucoup d'argent sur une crypto, mais que sur l'ensemble de votre portefeuille, vous êtes neutre ou perdant, il n'y aura pas de fiscalité là-dessus. C'est un vase communicant en fait. Oui, en fait, il y a une formule de calcul que je vous invite à regarder, donc on pourra en parler, mais qui justement part du portefeuille, donc de la valeur intégrale que vous avez investie depuis le début dans votre portefeuille, qui regarde si globalement vous êtes gagnant ou perdant par rapport à la valeur actuelle du portefeuille. Donc là, vous faites un petit ratio. Est-ce que je suis positif ou négatif ? Si vous êtes négatif, bon, il n'y a rien à faire. Si vous êtes positif, à partir de là, vous allez appliquer la partie, le gain, le pourcentage de gain sur le montant que vous allez céder. Imaginons que vous avez 1 000 euros, investi 1 000 euros. Aujourd'hui, ça vaut 1 200, par exemple, votre portefeuille. Vous décidez de sortir 450 euros. Vous allez appliquer 450 euros fois le pourcentage du gain de votre portefeuille. Vous êtes gagnant, c'est le pourcentage de gain qui s'applique. Vous êtes perdant, c'est rien du tout. D'accord, bon, ça c'est très clair, effectivement. Il y a des sites sur lesquels on peut avoir ce genre d'informations. Vous êtes chez CoinHouse par exemple, vous délivrez ce genre d'informations en période fiscale on a fait un très gros dossier avec un partenaire, donc avec un cabinet d'avocats spécialistes en crypto qui s'appelle Orwell, que je me permets de citer, je pense qu'ils viennent parfois sur vos plateaux. Donc on a fait le premier guide interactif de la fiscalité des cryptos, vous pouvez le retrouver sur le site de CoinHouse, où justement on explique, mais pas seulement, c'est-à-dire il suffit de mettre le montant de votre portefeuille et on va vous aider à faire le calcul. Oui, exactement. C'est important de pouvoir répondre aux questions. Il y a Waltio aussi, qu'on a souvent sur ce plateau, qui est une société française et qui, vraiment, vous rentrez toutes vos données, vous leur donnez le document sur lequel il y a tous vos transferts de l'année et ils font le calcul pour vous. Ce qui est quand même plutôt une bonne chose. Ça éclaircit un petit peu l'horizon dans cette période fiscale qui est un peu inquiétante. La question de Chloé pour vous, Morgane, en plusieurs fois. Première question, que pensez-vous des pools de lending ? Est-ce que selon vous, c'est un bon moyen d'investir actuellement ? Totalement. On parle souvent du lending borrowing. Qu'est-ce que c'est ? C'est en fait les prêts et les emprunts. Alors, si on s'intéresse plus particulièrement au lending, ça veut dire qu'on va devenir un emprunteur. Concrètement, comment est-ce que ça va se passer ? Je vais déposer mes actifs, mes crypto-actifs, qui vont être rentrés dans un smart contract. Un smart contract, je rappelle, c'est un contrat intelligent qui n'a pas besoin de la présence des parties au contrat pour se réaliser. Et puis, il va y avoir un prêt automatique pour un prêteur. Alors, est-ce que c'est un bon investissement ? Oui et non. Je vais donner les points positifs et puis je vais donner un petit peu les points négatifs aussi, ou en tout cas les points de vigilance. Pourquoi est-ce que c'est une bonne idée d'investir dans le lending ? En fait, je vais générer du rendement de manière 100% passif. Et en général, c'est un rendement qui est quand même beaucoup plus appréciable qu'un livret bancaire classique. Ça, c'est intéressant. C'est ouvert 24/24, 7 jours sur 7. Donc forcément, ça, c'est une propriété qu'on adore dans le monde de la blockchain et qu'on retrouve ici dans le monde du lending. Et puis aussi, je n'ai pas besoin de passer par un intermédiaire. Donc, je n'ai pas besoin d'aller auprès d'une banque, je n'ai pas besoin d'aller auprès d'un courtier et je peux directement emprunter mes actifs. Par contre, enfin plutôt faire un prêt et donc les prêter à quelqu'un. Par contre, les points négatifs, c'est qu'en fait, on va faire appel à des smart contracts. Smart contracts, ça veut dire, contrat intelligent, mais ça veut dire surtout code. Et le code, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans un code ? Il peut y avoir des failles.
Et s'il y a des failles, eh bien, il y a une possibilité de piratage. Donc, il faut faire extrêmement attention à ça. Et puis, il y a aussi un aspect souvent auquel on ne pense pas, c'est la liquidité. La plateforme sur laquelle je vais faire mon landing, est-ce qu'elle a la liquidité nécessaire pour que je puisse faire mon retrait aussi à un moment? Donc, c'est vrai que l'univers du landing, il faut faire un petit peu attention. Je pense qu'il y a aussi le cadre réglementaire qui rentre en ligne de compte. Voilà, on parlait de fiscalité, mais il y a aussi la réalité réglementaire qui est un petit peu floue. On parle du monde de la DeFi. Donc ça peut impacter clairement un investissement dans le lending. Et puis pour ceux qui font aussi appel à une plateforme qui serait peut-être centralisée pour le lending, attention, risque de faillite aussi. Pour la plupart des protocoles, faites aussi attention, vous êtes toujours soumis au marché des cryptoactifs. Et on sait qu'une des caractéristiques intrinsèque de cet écosystème, c'est la volatilité. Donc forcément, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Alors, est-ce que c'est un bon investissement? Pour répondre à Chloé, il me semble, notre auditrice, oui, mais est-ce que c'est un bon investissement pour tous les profils? Et c'est là où je dois nuancer ma réponse. Connaissez-vous vous-même? Je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ce plateau, c'est Socrate, mais ça s'applique au monde de l'investissement. Comment est-ce que vous fonctionnez? Est-ce que vous acceptez le risque? Et à quel degré? Si vous êtes un investisseur qui accepte le risque, les points de vigilance dont j'ai parlé juste avant, et que vous les acceptez, oui, le lending peut être une option pour vous. Si ce n'est pas le cas, que vous êtes plutôt bon père de famille, intolérant au risque, le lending n'est peut-être pas une bonne solution. Maintenant, si vous voulez quand même faire du lending, pour notre auditrice ou d'autres auditeurs, je vais vous donner quelques tips, quelques conseils que vous pouvez appliquer. Alors, première chose, on va aller sur des plateformes qui sont auditées. Par exemple, la plus connue dans le monde du DeFi, dans le monde de la DeFi, c'est Aave. C'est vraiment la toute première plateforme qui est née sur la blockchain d'Ethereum et qui est la plus connue aujourd'hui quand vous voulez faire des prêts et emprunts. Donc, par exemple, c'est ce que je recommanderais à notre auditrice. Mais si vous allez sur une autre plateforme, vérifiez quand est-ce que, pour la dernière fois, cette plateforme, elle a été auditée. Ensuite, peut-être prendre des actifs qui sont un petit peu moins volatiles. Comme je l'ai expliqué, on est toujours soumis à la volatilité du marché des cryptos et certaines cryptos sont donc plus volatiles que d'autres. Faites attention. Mettez aussi uniquement de l'argent dont vous pouvez vous passer. On le dit dans l'investissement, mais en lending, c'est encore plus vrai. Il faut vraiment comprendre que le risque et reward, donc le fait de gagner plus en rendement, vous expose à plus de risques. Et donc ça, c'est un élément qui est essentiel. Donc on ne met qu'une partie de son patrimoine. Et puis moi, j'irai encore un petit peu plus loin. Si vous avez envie de faire du lending, peut-être que mettre 100% de votre investissement en lending, ce n'est pas une bonne idée. Dans ce cas-là, vous pourriez très bien avoir une partie que vous allez tenir sur le long terme. Et donc là, vous êtes dans ce qu'on appelle le holding. Je hold, je garde, avec une vision long terme. On sait que c'est ce qui fonctionne quand même le mieux dans notre écosystème sur les bons actifs, évidemment. Une partie peut-être en stacking. J'avais parlé un petit peu du stacking dans une des précédentes émissions. Donc, on va générer du rendement, mais cette fois-ci, on va aider à sécuriser la blockchain. Et puis, alors, une partie éventuellement en lending. Et alors, le dernier point de vigilance, c'est comprendre les frais qui vont être appliqués, parce qu'en fait, on fait appel à une plateforme. La plateforme, elle prend des frais, ce qui est logique. Mais surtout, les conditions de retrait. On est en 2026, on ne sait pas ce que cette année nous réserve. Si, imaginons, on a une belle hausse et que vous avez vos actifs qui sont dans un smart contract en lending, vous devez avoir une idée de la manière que vous avez aujourd'hui de retirer vos fonds à un moment ou à un autre. En gros, renseignez-vous. On va parler des livres tout à l'heure, dans un instant, parce que vous avez amené votre petite bibliothèque. Une question de Cécile pour Olivier. J'aime bien cette question parce que c'est vrai qu'elle est actuelle et qu'on se l'est posée aussi sur ce plateau. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur Capital B? Le cours est très bas. Quel futur pouvons-nous envisager? On rappelle que Capital B, c'est l'entreprise d'Alexandre Lézet qui s'appelait avant Blockchain Group. Exactement. Olivier. Alors, j'ai fait mes devoirs. Oui. Effectivement. Et on s'est pas mal questionné avec les analystes là, en se disant bon, qu'est-ce qui pourrait justifier ça? On a entendu parler beaucoup de dilution, de différents sujets. Quand on regarde les chiffres, ils sont assez parlants en fait. Donc, on va revenir. Bitcoin Treasury Company, c'est quoi? C'est une société qui achète des bitcoins. Cette société est cotée et donc le particulier achète des actions de cette société. Donc l'idée, c'est d'avoir une sorte de proxy. C'est au lieu d'acheter directement du Bitcoin, j'achète les actions qui sont un peu le miroir du Bitcoin. Pourquoi on le fait? Parce que ça fonctionne comme une action. Donc on est familier avec ça et on préfère aller là-dessus que rentrer dans la crypto directement. C'est une première marche pour y rentrer. Alors, la question qui est posée là, c'est mais pourquoi le cours a-t-il si dégringolé? Puisqu'effectivement, c'est ce qui s'est passé. On était à 6-7 euros à un moment, on est descendu à 0,80 euros. Donc c'est une chute assez vertigineuse. Quand on regarde les chiffres, ce dont on se rend compte, c'est que la valeur actuelle, donc la market cap, la capitalisation de la société, est peu ou prou au niveau de la valeur des bitcoins qu'elle possède.
Donc j'allais dire, on est à peu près à la normale. On est un peu en dessous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est 15% en dessous en termes de valorisation par rapport aux bitcoins qui sont possédés. On peut imaginer tout un tas de raisons pour ça, la psychologie des acteurs. On peut aussi imaginer qu'il y a des frais dans cette société, donc ça ne peut pas être exactement la valeur du bitcoin parce qu'il faut quand même faire tourner la société. Donc ça n'interroge pas tellement sur la valeur actuelle du cours, ça interroge plutôt sur la valeur passée qui était 6 fois plus élevée et donc qui était un peu le miroir d'une valeur du Bitcoin qui aurait été 6 fois plus élevée. Aujourd'hui, il est à peu près autour de 80 000 euros. Donc les gens l'imaginaient 6 fois plus haut au moment de l'achat. Donc je pense qu'il y a eu une sorte un peu d'emballement autour de cet actif et qu'on est revenu à une sorte de réalité, c'est-à-dire que c'est le miroir du Bitcoin, donc ça vaut à peu près ce que vaut le Bitcoin. Il y a peut-être pour ceux qui aiment prendre du risque une opportunité à saisir puisque c'est sous-coté, ça vaut moins cher que le Bitcoin, ça vaut moins cher que ce qu'il possède. Donc en général, quand une société vaut moins cher que son actif, si on juge que l'actif derrière est solide, donc si on croit au Bitcoin, il y a peut-être une affaire à faire. Donc ça, je laisse les gens aller à leur propre risque, encore une fois. Mais l'explication elle est assez simple finalement. Ça mirore le Bitcoin. Quand on multiplie le nombre d'actions par le cours actuel, on est peu ou prou au nombre de Bitcoins qu'ils possèdent fois le prix du Bitcoin. Alors il y a le prix de l'action, il y a un seuil pour le cours du Bitcoin en dessous duquel ces Bitcoin Treasury Companies seraient en danger potentiellement. Est-ce que ça peut se calculer comme ça? Ou pas réellement? A priori non. Non. Vous possédez un actif. Alors en général, une société c'est un outil industriel. Ça repose essentiellement sur du Bitcoin. Oui. Tant que le Bitcoin a une valeur, on peut imaginer que la société a la valeur du nombre de Bitcoin que vous possédez. À ce matin, je crois que la société avait un peu plus de 2800 Bitcoins. Voilà. Si le Bitcoin vaut 1 million d'euros, la société vaudra et les actions vaudront énormément. C'est une question de confiance cette période. C'est vrai quand on écoute Alexandre Lézé, lui, il n'est pas très inquiet. Non, en fait, il a un actif, si on y croit, qui est solide. Donc, Exactement. Merci beaucoup pour cette réponse, Olivier. La deuxième partie de la question de Chloé, de tout à l'heure, Morgane, c'est est-ce que vous avez des livres à me recommander pour approfondir mes connaissances sur la crypto? Alors, vous avez amené quelques livres. J'en ai quelques-uns et je vais en citer d'autres. Oui. Alors, le premier, c'est Bitcoin, la monnaie acéphale, qui a été écrit par Jacques Favier, qui est le responsable du Cercle du Coin, et aussi avec Adil Takal Bataille. Donc ça, je le recommande pour tous ceux qui s'intéressent évidemment à Bitcoin. Le deuxième livre, alors là, c'est un incontournable, c'est L'étalon Bitcoin, qui a été écrit par Sadefan Hamous. Alors là, c'est la version française. Je tiens à spécifier que de Bitcoin standard, c'est la version anglaise. C'est vrai que si vous lisez en anglais, a priori, c'est toujours intéressant, mais il existe une version française. Et d'ailleurs, j'ai acheté ce livre-ci dans une boutique qui est spécialisée sur le Bitcoin, qui est dans le 18e arrondissement à Paris, qui s'appelle le Bitcoin Bazar. Et donc, vous pouvez aussi vous le procurer. Et ce qui est intéressant, c'est que la préface a été faite par Michael J. Saylor de MicroStrategy. Donc ça, c'est vraiment un incontournable pour tous ceux qui s'intéressent à notre univers. Et le dernier, on en entend moins parler, c'est Bitcoin The Next Everything, qui a été écrit par Stephen P. Williams et qui va plutôt s'intéresser ici à la technologie de la blockchain. Donc pour ceux qui s'intéressent vraiment au use case. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils font des liens avec le monde traditionnel et ce que la technologie pourrait apporter. Et donc je trouve que c'est intéressant aussi de le mettre en avant. Et puis j'aimerais encore vous en citer d'autres. Bien sûr. Je ne les ai pas amenés, mais ils sont quand même très intéressants. Alors le premier, c'est Bitcoin et crypto-monnaie facile de Claire Balva. Exactement. Vous ne l'auriez pas dit, je l'aurais dit. Parce que pour y aller, c'est vrai qu'il est super celui-là. Exactement. Je le recommande vraiment pour ceux qui démarrent. C'est très intéressant de se former aussi en lisant. Alors c'était leur deuxième édition puisqu'ils avaient déjà sorti un ouvrage en 2022 aux éditions Force. Et donc là, ils ont updaté, ils ont fait des mises à jour. Donc je le recommande vraiment chaudement. Et puis ensuite, j'ai un autre livre qui a un autre format. Et je trouvais que c'était intéressant aussi de le mettre en avant. C'est Alice au pays des cryptos, BTC, NFT et autres curiosités. Alors ça, c'est un BD. Enfin, c'est une BD. Donc c'est intéressant d'avoir un autre format. Ça a été fait par Daniel Villa Montero et Nicolas Ballas, avec une préface de nouveau de Jacques Favier du Cercle du Coin. Et puis, je voulais terminer avec un livre, cette fois-ci plutôt en anglais, pour ceux qui aiment bien lire l'anglais. Je le trouve intéressant. Il a été écrit par une femme. C'est Broken Money de Lynn
Alden. Et là, c'est intéressant parce qu'elle montre vraiment les limites du système financier traditionnel et pourquoi Bitcoin pourrait être une solution. Donc, si vous aimez lire l'anglais, je pense que ça peut être une option. Donc, tous ces livres-là, ils vont vous ouvrir Bitcoin. Et on sait quand on s'intéresse à Bitcoin, on voit le monde un petit peu différemment. Exactement, c'est un bon commencement, effectivement. Vous en avez un en tête, Olivier ? Moi, je pensais à celui de Claire, Balva, et effectivement. Alors, j'ai vu qu'il y avait un Picsou aussi, puisqu'on est dans les... Picsou et les Bitcoin coin. Et les Bitcoin coin. Donc, j'ai vu celui-ci aussi. Je l'ai offert à Noël, donc voilà. Si je dois m'en rajouter un, ça serait celui-là. Il explique pas réellement comment fonctionne Bitcoin. Par contre, c'est quand même vraiment génial d'avoir les Bitcoins qui rentrent comme ça dans la culture populaire. Ouais. C'est vrai que pour nous, c'est quand même... un marqueur, hein. Ouais. C'est assez symbolique. Il y a aussi les livres d'Alexandre Stashchenko et ceux de Grégory Raymond qui ont été publiés l'année dernière, et je vous les conseille aussi parce qu'en termes d'explication, ils sont toujours très intéressants. La question de Franck pour vous, Olivier. J'ai beaucoup de mal à contacter Trade Republic. Avez-vous des informations sur ce point ? Il a du mal à contacter le service client, par exemple. En outre, aucune information précise ne concerne le stacking, notamment si le pourcentage de gain affiché est net. Au bout de combien de temps puis-je sortir du stacking, la fiscalité, tout ça. Bref, il a du mal à un petit peu communiquer avec cette plateforme. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, Olivier ? Alors, on va couper la question en deux. Oui. Il y a la communication vis-à-vis de la plateforme et ensuite le stacking et sa fiscalité. Sur la communication, un message à Mathias Bacchino qui nous écoute peut-être et qui répondra sans nul doute à votre auditeur. Le service client, c'est effectivement un sujet très important quand on choisit une plateforme. Alors, je vais parler un peu pour ma paroisse, mais effectivement, sur CoinHouse, c'est ce qu'on a choisi. On a un service client physique basé à Paris en français. En français, c'est important. Et ça fait toute la différence. Ouais. Donc il n'y a pas le répondant est immédiat, on comprend les problématiques. Et il y a d'autres plateformes qui font ça, évidemment, mais je pense que c'est un choix déterminant quand on veut y rentrer. C'est à peu près le même choix quand on choisit une banque à un moment. Donc est-ce qu'on est très à l'aise avec une banque purement digitale ? Et elles sont très bien, elles fonctionnent très très bien. Et Trade Republic fonctionne très très bien, donc il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Donc c'est peut-être un cas particulier qu'on a là. Ou est-ce qu'on veut un peu plus d'accompagnement ? Est-ce qu'on a besoin de parler à quelqu'un, d'être écouté, d'avoir des explications supplémentaires, etc. Donc là, mieux vaut ne pas prendre le risque et s'orienter vers quelqu'un qui est disponible et qui a du personnel compétent pour vous répondre. Donc ça, là-dessus, c'est ma façon de répondre. Et après, je vais laisser la main à Trade Republic qui va faire le job parce que, encore une fois, c'est une belle plateforme. Donc, je n'ai pas de doute qu'ils répondent correctement là-dessus. Sur le deuxième point, donc là, on va parler du stacking. Oui. Alors, encore une fois, le stacking, il y en a plein. Il y en a sur plein de coins. Et ça dépend vraiment de ce que vous avez acheté. Typiquement, et ça dépend aussi du temps, donc, parce que ça varie dans le temps. Donc, prenons le cas de l'Ethereum. L'Ethereum, on peut prendre du liquid stacking, ça existe. Donc, c'est je prends mes Ethers, je les mets en stacking. C'est un produit particulier qui fait que je peux les retirer quand je veux. Mon rendement est un peu moindre. Le stacking traditionnel de l'Ethereum, pour le coup, lui, il y a un délai avant de le retirer. Et, j'ai dire, manque de peau, ce délai, il varie. Il dépend de la demande. S'il y a beaucoup de gens qui veulent retirer du stacking leur Ethereum, le délai est long. Ça peut aller jusqu'à 30 jours parfois. Si le business est traditionnel, on peut être sur 2-3 jours. Donc ça, en général, c'est votre plateforme qui vous le dit. Au moment où vous commencez à regarder en disant « je veux retirer du stacking mes Ethers », vous allez voir si vous en avez pour 24 heures, 3 jours, 4 jours, 30 jours. Donc c'est à ce moment-là que vous allez le savoir. Si vous ne voulez pas attendre, encore une fois, orientez-vous vers des produits de liquid stacking. Là, vous n'aurez pas de surprise. Vous pouvez le sortir immédiatement. C'est un premier volet de la question. La deuxième partie, c'est comment fonctionne la fiscalité du stacking. Ça tombe bien, elle fonctionne exactement pareil que pour les coins, parce que finalement, le stacking, c'est quoi ? C'est vous gagner des pourcentages du coin que vous avez investi. Donc, vous gagnez des coins. Si vous placez des Ethers, vous allez gagner des pourcentages d'Ethers. Ce qui veut dire que c'est la même fiscalité qui s'applique. Et comme je le disais précédemment, c'est de la crypto. Donc, tant que vous ne sortez pas en fiat, donc en euros, il n'y a pas d'événement fiscal, donc vous n'êtes pas fiscalisé. Donc, entre guillemets, pour résumer, les revenus du stacking, si vous ne les touchez pas, ils restent donc dans le coin et la crypto que vous avez, donc ils ne sont pas fiscalisés. Donc là-dessus, vous pouvez dormir tranquille. Ça, c'est la phrase à retenir, la phrase la plus simple, effectivement. Gérald vous demande, Morgane, j'ai transféré mes actifs de Binance sur Kraken, mais je n'ai pas utilisé la bonne blockchain. Mes fonds ont bien été envoyés sur une adresse Kraken, mais pas la bonne. J'ai perdu mon argent.
car Kraken estime que c'est trop chronophage de faire une récupération manuelle. Là aussi, on est dans la communication avec la plateforme quand on a un problème devant soi. Savez-vous comment je peux faire, demande-t-il. Oui, c'est une très bonne question et je pense que beaucoup de gens sont concernés en fait par ce problème. Qu'on soit débutant ou qu'on soit déjà expérimenté dans ce secteur, on peut toujours se tromper quand on fait une transaction. Ce qui est intéressant ici, c'est que Binance n'est pas vraiment en cause, puisqu'en fait, ils ont autorisé le transfert. Kraken a bien reçu les fonds, donc ça veut dire que la transaction a été validée on-chain. Par contre, là où le bas blesse, c'est effectivement que notre auditeur, il s'est trompé de blockchain. Techniquement, Kraken pourrait en fait transiter les fonds sur la bonne blockchain pour notre auditeur. Maintenant, j'ai l'impression que logistiquement parlant, ils ont l'impression que ça ne vaut peut-être pas la peine. Est-ce que c'est à cause du montant dont il est question? Est-ce que c'est à cause du coût que ça prendrait, du délai que ça prendrait? Donc moi, ce que je recommanderais à notre auditeur, c'est de ne pas se laisser décourager par un nom. Peut-être ouvrir un nouveau ticket sur le site de Kraken, réexpliquer la situation de A à Z de manière très factuelle, avec toutes les informations. Et puis, petite astuce, c'est peut-être dire qu'il est prêt à supporter les coûts. Parce qu'effectivement, c'est une manipulation qui va demander quand même à Kraken de passer d'une blockchain à une autre. Et on sait que les blockchains ne communiquent pas entre elles. Donc, effectivement, s'il explique qu'il est peut-être prêt à prendre en charge les coûts, et qu'il est prêt aussi à supporter le délai, ça peut prendre un petit peu de temps, et bien là, la plateforme devra se positionner. Je pense que ça dépendra aussi du montant dont on parle. Si c'est un montant qui est faible, voilà, à voir. Mais j'essaierai en tout cas d'ouvrir un nouveau ticket et de proposer ces options-là à Kraken, et Kraken dira oui ou non. Maintenant, je pense que c'est intéressant d'ouvrir un volet peut-être préventif par rapport à cette question de notre auditeur Gérald, parce que la réalité, c'est que faire une transaction, et moi c'est ce que je dis toujours aux gens que j'ai la chance d'accompagner, c'est il faut prendre le temps. En fait, on ne fait pas une transaction en faisant 1000 choses en même temps, en étant un petit peu... Parce que c'est quelque chose où il faut être extrêmement précis. Il faut être précis sur quoi? Premièrement, sur le réseau. Là, on voit bien que se tromper de réseau, malheureusement, il n'y a pas de service après-vente. Il n'y a aucun numéro de téléphone sur la blockchain. On ne peut appeler personne. Vous êtes seul face à vous-même. C'est ça aussi, être finalement responsable et propriétaire de ses actifs. C'est qu'il y a un problème sur la blockchain, personne ne va vous aider. Donc, premièrement, bien choisir le réseau. Et là où c'est un petit peu plus compliqué pour les débutants, et je pense que dans nos auditeurs, il y a des débutants, c'est que certains actifs vont s'envoyer sur un seul réseau. Et puis, on a des actifs qui peuvent s'envoyer sur 2, 3, 4, 5 réseaux différents. Ouais. Et là, ça peut être un peu complexe de savoir, mais quel réseau est-ce que je dois choisir? Moi, ce que je recommanderais, c'est évidemment de vérifier. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs réseaux ou un seul réseau? S'il y a un seul réseau, a priori, ça devrait bien se passer. Du côté du Centralized Exchange, puisqu'ici, on passe quand même de Kraken à Binance, donc on est sur 2 entités centralisées. On vérifie effectivement que l'autre réseau est bien disponible de l'autre côté. S'il y a plusieurs choix, ça reste quand même une plus-value pour ceux qui veulent un petit peu optimiser. Quand on fait une transaction, ça peut coûter cher. Donc, utiliser la blockchain principale, pour être certain, c'est super, mais si on veut un petit peu optimiser, des fois, on peut utiliser une autre blockchain. Mais il faut absolument vérifier que de l'autre côté, je peux recevoir sur la même blockchain ma crypto, parce que sinon, on se retrouve dans des cas comme notre auditeur. Et puis aussi, et ça c'est quand même capital, quand on a une clé privée, donc c'est-à-dire une adresse pour recevoir des cryptos. En l'occurrence, quand on envoie des cryptos, on les envoie sur une adresse publique. C'est une suite de caractères, de chiffres et de lettres. Si je me trompe d'un seul caractère, ça ne passe pas. Donc il faut être extrêmement prudent sur le réseau que j'utilise. Si on a plusieurs, je veux optimiser, mais je vérifie bien que en fait, la destination, ça peut être un portefeuille qui m'appartient. Ça peut être un autre centralized exchange, ça peut être un portefeuille extérieur qui appartient à quelqu'un d'autre. Je dois vérifier qu'il y ait vraiment le même réseau parce que sinon, mon argent n'arrivera pas et ne pas me tromper d'un seul caractère. Ce que font souvent les gens, c'est un copier-coller. Et il faut être extrêmement prudent avec les copier-coller parce qu'en fait, parfois, il suffit qu'il y ait un souci, votre argent n'arrivera pas. Donc moi, ce que je recommande, et ça c'est... en tout cas, ce qui a toujours marché pour moi et ce que je recommande de manière générale, vous faites un test. Le test, il vous permet quoi? Il vous permet de valider le réseau et de valider que l'adresse est la bonne. Une fois que, surtout si vous avez des grosses transactions, parfois je fais des transactions sur des montants avec des gens que j'accompagne, on ne peut pas se tromper. Donc, on fait d'abord 5-10 $. Une fois que l'argent est arrivé, vous validez que tout est OK et puis vous pouvez faire votre transaction. Et surtout, prenez le temps. On ne le dira jamais assez, faire les transactions, il faut quand même prendre le temps. Prenez le temps, connaissez-vous en tant qu'investisseur et utilisez les bons outils. On a 2 minutes pour répondre à la question de Val-Ambreuse-Olivier. J'ai un compte Binance sur lequel je fais régulièrement des petits trades Bitcoin, USDC, ne gardant la plus-value
qu'en Bitcoin. Voici ma question. Si je fais un achat de 500 USDC de Bitcoin à 100 000, que je vends 500 USDC de Bitcoin à 102, est-ce que je suis imposable sur mon Bitcoin restant et ces transactions vont-elles être envoyées au fisc également? Est-ce que vous avez compris? 2 minutes. Oui. Donc la réponse va être courte. La réponse est non, parce que, comme je disais tout à l'heure, l'événement fiscal, c'est le passage en euros. Tant que vous restez dans vos cryptos, il n'y a pas d'événement fiscal, donc là-dessus, il ne se passe rien. C'est intéressant parce que la question de Valambreuse est liée à l'entrée en vigueur de DAC 8 dans sa question. Et il l'évoque et c'est vrai que c'est une directive européenne qui est entrée en vigueur le 1er janvier et je crois qu'elle inquiète énormément de monde. Alors, il ne faut pas s'inquiéter. DAC 8 a été mis en place pour créer plus de transparence sur les transferts crypto. Ouais. Qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire qu'on va avoir maintenant la même transparence sur les cryptos que la transparence que vous avez avec votre compte bancaire. Ni plus, ni moins. Donc, si vous avez l'habitude de vivre avec un compte bancaire, je pense à peu près comme tous nos concitoyens, vous vivrez de la même façon demain avec DAC 8 sur la partie crypto. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un événement fiscal à chaque fois, en fait. Non, clairement pas. Ce qu'on dit là, c'est que aujourd'hui, ce qui va voyager, avant vous faisiez voyager vos cryptos lors des transferts, là maintenant vous allez faire aussi voyager l'identité un peu de la personne au moment du transfert. Donc, on va savoir globalement où partent les flux, où viennent les flux. Ça pose des questions de confidentialité et autres, les mêmes questions qui se posent globalement avec une banque aujourd'hui. Globalement, c'est un peu un nivellement sur le monde bancaire. Oui, exactement. C'est une question d'avoir plus d'informations pour les autorités fiscales. Merci à tous les deux. Une petite information retraite, Morgane, pour ce mois de janvier. Exactement, le 24 et 25 janvier. Donc ma retraite, c'est un week-end immersif où en fait on vient avec son PC portable et pendant 2 jours, vous êtes avec d'autres passionnés. Souvent les gens que j'accompagne me disent mais j'ai personne avec qui parler de mes investissements, de ma passion pour cet écosystème. Vous rencontrez d'autres personnes comme vous et on fait aussi du pratico-pratique. On a parlé de transactions. On peut faire des transactions ensemble, des ouvertures de portefeuille, on regarde des chartes. Enfin, vraiment, toutes les questions que vous vous posez, on y répondra. Donc, vous êtes les bienvenus. Voilà, on vous contacte sur vos réseaux et comme ça, vous vous formez pendant tout un week-end. Merci à tous les deux d'être venus dans cette émission. Morgane Landu, créatrice de Crypto 360. Olivier Kouvarakis, directeur marketing et produits chez Coinhouse. On répond à vos questions tous les jeudis entre 15h et 15h30. Passez une très bonne journée sur BFM Business. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. BFM Business, BFM Crypto, le club.